3 attentats à l'explosif dans la nuit de la Saint-Sylvestre à Nouméa. Pas de blessés mais des dégâts matériels importants. La gendarmerie poursuit des opérations ponctuelles dans les zones contrôlées par les indépendantistes. L'attentat commis la nuit dernière à Bonn contre l'annexe de l'ambassade de France n'est toujours pas revendiqué. Les enquêteurs soupçonnent des sympathisants de la bande à Bader. Qui est l'homme ou la femme de l'année 84? Pas d'unanimité dans les médias français ou étrangers. Madame, Monsieur, bonsoir. L'année a déjà changé en Nouvelle-Calédonie puisque le décalage horaire est tel que là-bas, l'aube du 1er janvier 1985 se précise déjà. Une nuit de la Saint-Sylvestre sans éclat et sans flonflon à Nouméa, sauf le bruit des 3 explosions qui ont provoqué des dégâts matériels importants à la poste centrale, dans un magasin et contre une voiture, mais heureusement pas de victimes. En ligne, la correspondante de l'AFP à Nouméa. Il y avait trois objectifs qui étaient visés. Il y avait tout d'abord la poste centrale de Nouméa. Il y avait une charge explosive qui a été placée à l'intérieur de la poste, dans le local qui sert aux boîtes postales. Et la charge a explosé, a pas mal endommagé les vitres et l'intérieur des locaux. On a retrouvé des débris à plus de 10 mètres du bâtiment. Ça, c'était la première explosion. L'autre explosion s'est produite dans un magasin d'alimentation qui est situé dans le quartier des plages. Et là encore, le magasin a été endommagé. Et la troisième explosion visait une voiture qui était stationnée dans le parking d'un immeuble, d'un quartier résidentiel. Cette voiture appartient à un particulier et on ne pense pas que ce particulier était visé, mais toujours est-il que cet immeuble est à quelques centaines de mètres de là où habite le député RPCR Jacques Lafleur. Dans la journée, en Nouvelle-Calédonie, les gendarmes avaient poursuivi leurs opérations coup de poing contre les indépendantistes qui tiennent certaines zones de l'île. 6 d'entre eux ont été appréhendés. On craignait en cette fin d'année en France les actes terroristes annoncés par les extrémistes arméniens. Les précautions policières ont été multipliées dans les gares et les aéroports. C'est à Bonn, la nuit dernière, qu'un attentat a visé des intérêts français, l'annexe de l'ambassade de France. L'attentat ce soir n'est toujours pas revendiqué, mais il semble s'inscrire dans la série des explosions qui ont visé en une semaine en Allemagne fédérale des installations militaires américaines. 2 explosions ont été signées par la fraction Armée Rouge. Maurice Werther. Dégâts matériels pour une valeur de 300 000 francs environ, pas de victimes. C'est donc le siège de la mission de coopération militaire française à Bonn qui a été attaqué. Cette mission s'occupe pour l'essentiel des projets de fabrication commune de matériel militaire, comme l'hélicoptère de combat dont la fabrication conjointe franco-allemande est sur le point de commencer. Quant aux auteurs de l'attentat, tout donne à penser que ce pourrait être le groupe terroriste connu sous le nom de Fraction Armée Rouge, dont on n'avait guère entendu parler depuis plusieurs années. La fraction Armée Rouge a recommencé à se manifester depuis 8 jours, 6 attentats en Allemagne au total, comme le craignait le gouvernement de Bonn qui prévoyait une vague d'attentats pour les fêtes. Avant la mission militaire française de Bonn, c'était hier des bureaux militaires américains de Düsseldorf qui étaient visés. Des survivants de la première époque de la fraction Armée Rouge auraient réussi à recruter de nouveaux adhérents prêts à des actes de terrorisme afin d'obtenir la libération de leurs anciens camarades actuellement en prison. En Italie, l'enquête sur l'attentat commis la veille de Noël contre le train Naples-Milan se poursuit sans grand résultat. La police a diffusé un 3e portrait robot. Emmanuel Vanier. La police italienne a décidément de la chance. Dans ce pays, il y a désormais souvent des repentis bavards. Il est vrai qu'en échange de leur collaboration, la loi italienne prévoit des réductions de peine. Après l'attentat du train Naples-Milan qui a fait 15 morts la veille de Noël, un ancien dirigeant néofasciste condamné à perpétuité il y a 5 ans a proposé à la police de la renseigner sur l'organisation de l'extrême droite italienne. Des renseignements sur lesquels les enquêteurs fondent de grands espoirs puisque leurs recherches s'orientent essentiellement vers ces milieux du terrorisme noir. La police continue d'ailleurs ses interrogatoires et ses perquisitions, notamment à Arezzo, près de Florence, où vivent plusieurs personnes liées à l'extrême droite.
Hier, un troisième portrait robot a été élaboré. On ne sait pas ce soir s'il s'agit d'un nouveau suspect ou d'un dessin affiné des 2 portraits robots diffusés la semaine dernière. L'impact immense de cet attentat sur l'opinion italienne, les nombreux indices recueillis par la police et la volonté très ferme affichée par le gouvernement italien, tout cela laisse à penser que cette fois, l'enquête a quelques chances d'apporter rapidement des résultats. Dans son message de fin d'année, le président de la République italienne, Sandro Pertini, a déclaré tout à l'heure que le quartier général des terroristes qui ont ensanglanté à plusieurs reprises l'Italie ces derniers temps, leur quartier général se trouve probablement à l'étranger, a-t-il dit. Et il a exhorté les services secrets italiens, nettoyés depuis l'affaire de la loge P2, à pourchasser les responsables. Dans leurs vœux de fin d'année, les chefs d'État ou de gouvernement européens soulignent tous l'urgence de la lutte contre le chômage, ainsi le chancelier Kohl et aussi le Premier ministre britannique, Mme Thatcher, qui a déclaré que les 3 priorités de son gouvernement pour l'an prochain seront la création d'emplois, les dénationalisations et la réduction de l'impôt sur le revenu. En France, le chef de l'État, vous l'avez entendu juste avant ce journal, a insisté sur la tolérance et la solidarité, 2 vertus que la crise rend plus indispensables encore dans notre démocratie. Et c'est dans cet esprit qu'il faut applaudir le geste d'un chef d'entreprise de l'Ille-et-Vilaine. Grâce à lui, le garde champêtre de Vern-sur-Seiche a pu apporter aujourd'hui des mandats à une 40aine de familles en difficulté. Geneviève Moll. À Vern, dans la banlieue de Rennes, 2 usines ont fermé dans l'année. 900 chômeurs. Les petites entreprises en ont réembauché, mais il en reste 140 sans travail. 140 qui ont du mal à payer leur maison ou les dettes qu'ils ont contractées avant la disparition de leur emploi. Alors, un patron de PMI, Roland Fouillet, est venu donner 40 chèques au bureau d'aide sociale de la ville. Il s'agit là d'une initiative personnelle. Je suis très sensibilisé aux problèmes des gens, les problèmes qu'ils rencontrent actuellement et qui sont vraiment parfois très pénibles. Ce que j'ai découvert sur la commune de Vern est parfois très dur. Je crois qu'il ne faut pas laisser à l'État seul le privilège d'aider les gens. Des entreprises peuvent le faire, peu importe les sommes, elles peuvent le faire, il faut qu'elles le fassent. L'entreprise de Roland Fouillet va bien, elle a donc fait 40 familles heureuses grâce à 40 chèques de 1760 francs chacun. Un joli cadeau de Nouvel An. L'État ne pourra pas créer des écoles publiques sans l'accord des municipalités concernées. Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel, amendant l'une des dispositions de la loi de finances 85. Il s'agit d'une dernière péripétie juridique dans un dossier qui a dominé l'année 84, celui de l'enseignement public et privé. Pierre Ly. Andrezé, dans le Maine-et-Loire, n'a pas d'école publique, alors que l'école privée est pignon sur rue. C'est le cas de quelques dizaines de communes en France. Certaines, comme Andrezé, rejettent même les demandes des parents. Pour rassurer les laïcs, Jean-Pierre Chevènement avait prévu de créer des écoles publiques sans tenir compte de la vie des communes. Cette disposition figurait au budget 1985. Le Conseil constitutionnel vient de la rejeter. Le mécontentement est vif chez les laïcs. Pour leur chef de file, M. Bouchard-Essas, le Conseil constitutionnel donne raison à ceux qui projettent, dit-il, d'anéantir l'école nationale, gratuite, obligatoire et laïque. M. Bouchard-Essas était déjà venu à Andrezé conduire la bataille. Le libre choix, sauf à ce que le monde soit à l'envers, ça doit être le contraire d'Andrezé. Ça doit d'abord être l'école publique à la disposition de tous les enfants de France, dans toutes les communes de France. Même son de cloche aujourd'hui à la Fédération Andrieux de parents d'élèves et au syndicat national des instituteurs. Il faut qu'il y ait un service public d'éducation nationale, non pas dans toutes les communes de France, car il faut qu'il y ait des conditions d'effectif d'élèves pour qu'on puisse ouvrir une école, mais partout où effectivement la demande en élèves le justifie. C'est en tout cas la loi de 1886 qui s'applique toujours, et c'est aussi la Constitution de la Ve République qui le prévoit. Donc de toute manière, même si le Conseil constitutionnel ne le souhaite pas, il va quand même bien falloir que l'État se donne les moyens, que le gouvernement fasse en sorte que l'État ait les moyens de faire que la loi s'applique sur l'étendue du territoire, et c'est plus que jamais indispensable avec la décentralisation qui se met en œuvre. En revanche, les partisans de l'école privée ne cachent pas leur satisfaction. Selon M. Germer, c'est le principe de la liberté d'enseignement qui vient d'être réaffirmé par le Conseil constitutionnel. Quant au ministre, il accepte avec plus de philosophie la décision des 9 sages du Conseil constitutionnel. Critique de pure forme, dit M. Chevènement. Reste à savoir si la querelle publique-privée ne va pas repartir de plus belle.
À Rome, le pape Jean-Paul II, dans sa dernière homélie de l'année, a insisté sur l'importance de l'enseignement du catéchisme et le droit à l'éducation chrétienne, garanti en Italie par le nouveau concordat signé cette année entre l'Église et l'État italien. Affrontement aujourd'hui à Beyrouth et dans sa région entre milices chrétiennes et musulmanes. Beyrouth est à nouveau coupé en deux pour le nouvel an. Le comité des parents des victimes d'enlèvement maintient un blocus souvent dérisoire mais symbolique sur les voies de passage entre Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest. Les forces de l'ordre ne sont pas intervenues. Dans 2 jours, en principe, 5 hommes doivent être exécutés au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville. 5 hommes condamnés à mort pour espionnage le 18 décembre dernier. Parmi eux, 2 hommes qui revendiquent la nationalité française. L'ambassadeur du Vietnam à Paris a refusé aujourd'hui de recevoir les avocats de leur famille. Martine Laroche-Joubert. Devant l'ambassade du Vietnam, une tentative de la dernière chance cet après-midi. Une délégation d'un comité de soutien, les filles d'un des condamnés à mort, un Français à la double nationalité, le frère d'un autre, tentent d'obtenir une entrevue avec l'ambassadeur en vain. C'était notre dernière chance, parce que moi je suis un peu écœurée de tout, j'ai l'impression que rien ne se fait. Le Quai d'Orsay a dit qu'il faisait le maximum, mais pour l'instant il n'y a rien. On est à 2 jours de la condamnation, je ne sais plus dans quelle direction il faut aller. Qu'est-ce que vous éprouvez en ce moment? Moi j'ai de la révolte, de l'écœurement. Je suis pas en forme tellement. Et vous avez eu des informations sur par exemple l'endroit où votre père est incarcéré? Non, des nouvelles on n'en a aucune. On ne sait pas où il est, on ne sait pas où il est incarcéré, on ne sait pas dans quel état de santé il se trouve. Rien du tout de ce côté-là. Alors vraiment c'est pour ça qu'on réclame des nouvelles. Et qu'est-ce que vous espérez là, à 2 jours de l'exécution? Ce qu'on réclame, on réclame la vie bien sûr. Ce n'est absolument pas dans l'intérêt des autorités vietnamiennes et certainement pas dans l'intérêt du Vietnam aujourd'hui d'exécuter des condamnés et rajouter des morts, encore des morts qui sont déjà innombrables, n'est-ce pas? Voilà ce que nous comptons dire à l'ambassadeur et nous comptons surtout sur la clairvoyance des autorités du Vietnam. Leurs familles, leurs amis mettent également leurs espoirs dans une intervention du gouvernement français. Dans 2 jours, la sentence de mort est exécutoire. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Mermaz, et le premier secrétaire du Parti socialiste, Niolay Jospin, ont adressé aujourd'hui 2 messages distincts aux autorités vietnamiennes, leur demandant la grâce de tous les condamnés à mort du procès d'Ho Chi Minh Ville. L'année 84, année de crise dans beaucoup de régions du monde, n'aura pas fabriqué beaucoup de héros. Bien sûr, l'on retient les uns et les autres les images qui nous ont émus, frappés, des hommes ou des femmes qui ont d'un geste, d'un regard, d'un sourire illuminé d'espoir ce monde dont peu de drames nous restent étrangers par la force des médias. Les médias eux-mêmes, en France ou à l'étranger, sont bien partagés pour désigner le personnage qui, selon eux, a dominé l'année. C'est ce qu'ont constaté Henri Bodiguel et Françoise Champet. Pour le Figaro Magazine, le choix est évident. L'homme de l'année, c'est Jean-Paul II. Son action symbolique est à la frontière du politique et du spirituel. Pour tous les peuples du monde, souligne le Figaro, il parle le langage des devoirs et des exigences. Pour les catholiques, ce langage-là, c'est celui éternel de l'Église. L'homme de l'année pour Le Point, c'est un juge devenu en Italie un symbole. Il a osé s'attaquer à la mafia et au terrorisme qui mine la société italienne. C'est lui, l'homme des arrestations en série contre le pouvoir mafioso. Ferdinando Imposimato incarne en Italie et au-delà ces hommes qui veulent restaurer les vertus oubliées du courage et du civisme. Son mérite et sa renommée, il les a aussi payés de ses larmes quand son frère a été assassiné par la mafia. Jacques Abouchard et l'abbé Pierre se partagent les honneurs du quotidien de Paris. C'est sa dignité pendant sa détention et la mesure de ses déclarations à son retour qui ont valu cette distinction au journaliste d'Antenne 2. Jacques Abouchard, condamné à 18 ans de prison, n'aura passé que 5 semaines dans les geôles de Kaboul. Mais l'avertissement est clair, malheur à celui qui désormais voudra aller voir de près ce qui se passe en Afghanistan. L'abbé Pierre, on avait presque oublié ce chiffonnier d'Emmaüs. Son action contre la misère n'attirait plus l'attention dans la prospérité des années passées. Il est revenu au premier plan de l'actualité pour souligner la détresse des démunis. Ce défenseur des pauvres veut avant tout nous mettre en garde, l'aisance et le confort doivent aujourd'hui se partager.
Les Américains, à travers Time Magazine, sont conformes à l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes. C'est la réussite qu'ils ont consacrée en désignant Peter Ueberroth, l'homme des Jeux Olympiques de Los Angeles. Sans lui, les Jeux n'auraient pas été la réussite spectaculaire et financière qu'ils ont été. Cet homme orchestre a sans doute évité que la fête olympique ne soit seulement marquée par l'absence de l'Union soviétique et de nombreux pays de l'Est. C'est peut-être pour faire oublier cette absence que la Pravda a choisi de désigner Sergueï Boubka. L'homme de l'année pour le quotidien soviétique, c'est lui. Le recordman du monde du saut à la perche n'a pas eu le droit de participer aux Jeux. Reste à savoir si son titre d'homme de l'année peut remplacer le titre olympique qu'il n'a pas eu l'occasion de défendre. Carl Lewis, en revanche, a réalisé son défi en décrochant 4 médailles d'or. Il l'avait annoncé et il l'a fait. Il est aujourd'hui homme de l'année pour le journal L'Équipe. Cet honneur, le champion américain le partage avec Michel Platini, meilleur buteur européen pour la Juventus et en même temps capitaine de l'équipe de France, dont le parcours cette année a été une remarquable réussite. Enfin, pour le républicain lorrain, il y a une femme de l'année, Martine Kempf. À 25 ans, elle a inventé un micro-ordinateur qui obéit à la voix. Installé dans une voiture, il permet aux handicapés de conduire sans volant. Appliqué à la chirurgie de l'œil, il donne la possibilité au praticien de donner des ordres à son microscope, lui permettant ainsi de se concentrer sur ses seuls gestes opératoires. Une bien belle découverte. Si l'année 84 aura été sur Terre tumultueuse, ce fut dans l'espace une année faste, si l'on retient les nombreuses et spectaculaires missions réussies tant par les soviétiques que par les Américains. Patrick Esther nous rappelle l'une des prouesses spatiales les plus extraordinaires, la récupération de 2 satellites opérés en novembre dernier, une opération sortie tout droit d'une bande dessinée. 1984, l'Odyssée de l'espace. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un homme a pu évoluer seul dans le vide cosmique, en toute indépendance. Pendant une vingtaine de minutes, l'astronaute américain s'est muté en un véritable satellite artificiel de la planète Terre. La technique, la science de la NASA semble ne plus avoir de limites. Cette première sortie n'est pas restée longtemps exceptionnelle. Dans les 6 mois qui ont suivi, 4 hommes sont entrés dans la légende en effectuant les premiers dépannages en orbite. 1984 restera dans l'histoire comme l'an 1 des hommes satellites. La science rejoint la science-fiction. L'imaginaire est devenu réalité. Les ingénieurs, les scientifiques font la pige aux auteurs de bandes dessinées. Vient d'être fait est formidable, mais quand même la science-fiction et la bande dessinée de science-fiction, c'est un domaine où l'imaginaire prime d'abord. Ce qui compte, c'est la fantaisie, c'est l'imagination, la technique, on s'en fiche. Pierre Christin et moi, on n'est pas très techniciens. C'est vrai qu'une certaine bande dessinée, par exemple je pense à Tintin, On a marché sur la Lune, avait écrit il y a 30 ans le premier pas de l'homme sur la Lune et qu'ils se sont fait rattraper et drôlement bien. Quant à nous, Pierre Christin et moi, quand on raconte nos histoires, là on a la possibilité de faire le voyage dans l'espace-temps, on appuie sur le bouton de l'espace-temps et on passe à travers les étoiles, le temps, en avant, en arrière. Techniquement, je pense que les Russes et les Américains ne sont pas prêts pour ça encore. L'espace-temps, peut-être pas. N'empêche que ces dessins sont devenus en 84 une réalité palpable. La technique avance à grands pas. Même ces stations orbitales, chères à Stanley Kubrick, sont à l'étude sur les ordinateurs des Russes, des Américains et même maintenant des Européens. D'ici le jour de l'an 1994, ce ne seront plus des dessins que nous vous montrerons, mais des images véritables. Et nous vous les montrerons. C'est sur glace que des motos et des pilotes rivalisent d'adresse en Haute-Savoie pour le 2e trophée international qui s'est déroulé aux Ouches. Sylvie Josse. Prenez une moto de 500 cm3 et de 70 chevaux, moto qui ressemble à un chopper américain et qui aurait tout à fait sa place dans le film Mad Max. Placez des clous sur les pneus, 95 à l'avant, 140 à l'arrière.
Renforcez la combinaison avec du caoutchouc au niveau du genou gauche. Ainsi préparé, vous pouvez vous présenter au départ d'une compétition de moto sur glace. Un anneau de 400 mètres à parcourir 4 fois. Les vitesses de pointe atteignent 100 km/h. Mais attention, même les pilotes entraînés n'échappent pas aux chutes. Sachez enfin que les compétitions de moto sur glace sont principalement dominées par les Suédois et les Finlandais. Alors, si ça vous tente... Demain matin, 1er janvier, départ de Versailles du rallye Paris-Dakar. Certains concurrents sont déjà lourdement pénalisés après le prologue qui s'est déroulé à Cergy-Pontoise. Parmi eux, l'un des favoris, l'équipage Jean-Pierre Jabouille, Michel Sardou, qui sont arrivés à Versailles avec 16 minutes de retard sur les autres concurrents. Les voici relégués à la 330e place. Bon vent quand même. Les pronostics de Pierrette Bresse pour le premier tiercé de l'année 85, demain à Vincennes, le 14, le 15, le 10, le 5, le 12 et le 4. Et maintenant, Alain Gillot-Pétré, qui s'est mis en frais, va nous annoncer la couleur du temps de l'an 9. Oui, bien écoutez, ça fait un peu pingouin, mais par ces grands froids, c'est un peu normal. Eh bien, salon, si vous le voulez bien, l'an neige, ou pas de quoi sortir les chasse-neige, mais enfin, tout de même, de quoi avoir une année qui commencera toute blanche. Regardez la photo satellite de la météo nationale. Nous avons toujours une dépression en Méditerranée qui tourne, qui n'en finit pas de tourner et qui donne des vents très forts de nord-ouest, de nord et de nord-est sur les côtes méditerranéennes et en Corse avec toujours des averses. Vous voyez, ça traîne, ça n'en finit pas. Et puis, il y a ici cette bande de nuages qui a abordé le nord-ouest du pays aujourd'hui, qui va s'enfoncer demain vers le sud. Et ici, petit symbole de neige, c'est de l'air froid qui tombe. On appelle cela une dévalée froide. L'hiver est parfaitement à sa date. Regardez la carte de demain. Nous retrouvons donc cette zone de pluie, une zone pluvio-neigeuse, mais faiblement pluvieuse et faiblement neigeuse, de l'Aquitaine au Massif central et au nord-est, de la neige à partir de 500 mètres. Auparavant, sur le sud, après dissipation de quelques brouillards encore localement givrants, ce sera du beau temps. Beau temps de toute façon en Méditerranée, mais comme vous le voyez, la Méditerranée est cernée par la tramontane, par le Mistral et par le vent de nord-est. Possibilité de quelques averses résiduelles en Corse. De l'autre côté des nuages, là s'améliorera, il y aura des petites éclaircies, il y aura aussi du verglas au nord-est, et puis des passages nuageux accompagnés de pluie ou neige mêlée, mais plutôt de neige, car il fera nettement plus frais en altitude, s'il fera un peu plus chaud en surface. Regardez les températures prévues pour demain, elles sont en hausse par rapport à aujourd'hui. 1 à 3 degrés au nord-est, 4 à Paris, 3 dans le nord, 3 à 7 degrés dans l'ouest, 2 à 3 degrés au centre, 4 à 6 degrés au sud-ouest et 7 à 12 degrés au sud, 11 à 12 degrés sur la Corse et l'extrême sud-est. Cela est dû bien entendu à l'humidité. Thermomètre en hausse, il baissera ensuite. Demain, c'est le mardi 1er janvier, vous le saviez déjà. Le 1 minute de soleil en plus de soleil, levé 8h43, couché 17h04, c'est le nouvel an. Et il fera 3 degrés à Cambrai, j'en ai beffroi dans le dos, ce qui me permet de vous servir la plus mauvaise de l'année. Heureusement, c'est la dernière. Bonne année quand même. Jusqu'à la prochaine. Au nom de la rédaction d'Antenne 2, j'ai le privilège et le plaisir de vous dire tous nos vœux pour cette nouvelle année. Tous nos vœux à vous tous, chez qui nous arrivons trop souvent alourdis des mauvaises nouvelles du monde, ce qui ne nous plaît pas plus qu'à vous. Espérons que tous ensemble, l'année 85 nous apporte le bonheur, le bien-être et la paix. Très bonne soirée, très bonne année. À demain sur Antenne 2.